Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 130e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je réponds à 4 personnes auditrices. Avant, je vous rappelle que mon livre Finances fondamentales, ton guide vers la liberté financière est disponible partout au Québec depuis le 30 avril. Tu peux soit l'acheter pour développer ta littératie financière ou bien l'acheter à quelqu'un de ton entourage que tu penses qu'il serait gagnant de lire 38 livres en 2-3 pages par livre. Je ne sais pas encore si le livre est disponible dans les bibliothèques, mais si tu ne souhaites pas l'acheter, je t'invite à aller le réserver à la bibliothèque de ton quartier. Première question aujourd'hui vient de José. José m'écrit « Bonjour, j'ai commencé récemment à m'intéresser à l'investissement après avoir écouté un podcast avec Carmen Kahn. Depuis, j'ai lu son livre et maintenant je lis le livre de Nicolas Bérubé, De zéro à millionnaire. Je suis aussi tombé par hasard sur votre podcast que je trouve très intéressant. Merci. La raison pour laquelle je vous écris aujourd'hui, j'ai ouvert un compte de courtage en ligne avec RBC, sa banque actuelle. Je n'avais pas de CELI, donc j'en ai ouvert un et un REER pour transférer le peu que j'ai dans mon REER avec la banque. Je ne cotise plus dans mon REER avec la banque quand je cotise au REER de la FTQ directement à chaque paye. Au début, je trouvais tout cela facile, mais maintenant, je trouve ça un peu intimidant. Je sais que vous devez recevoir beaucoup de courriels comme celui-ci, en effet, mais si vous avez 2 minutes pour y répondre, j'apprécierais grandement et ça me fait plaisir, José, en effet. Elle me disait, en fait, je veux juste savoir si ce à quoi j'avais pensé fait du sens compte tenu de mon âge. Elle a 46 ans. Ce qu'elle voulait faire, c'est investir le montant de 2024, donc 7 000 dans un CELI avec un FNB comme VEQT et de ne pas y penser pour quelques années. Donc, elle me demandait pour le CELI, est-ce que c'est préférable cotiser chaque mois ou une fois par année? Si elle cotise chaque mois, est-ce que l'argent va directement dans le FNB ou si elle doit faire l'action elle-même d'acheter des nouvelles parts de FNB? Elle dit qu'elle imagine que cette façon de faire-là est peu avantageuse compte tenu du fait qu'elle paye 9,95 par transaction avec la plateforme de courtage RBC. Elle dit que pour le REER, c'est là qu'elle se questionne parce qu'elle veut juste mettre le montant qu'elle a déjà, qui n'est pas grand-chose, environ 1 700 et le laisser dans un FNB puis l'oublier. Elle pensait à GEQT ou GRO, qui est un 100% ou un 80-20, dans un petit peu plus ESG, là, vert, socialement responsable et tout ça. Elle me demandait est-ce que ça fait du sens d'avoir 2 FNB tout en un pour un investisseur passif peu expérimenté pour commencer. Elle dit bon, mon courriel est un peu long, désolé, merci pour le podcast, je vais continuer à t'écouter, etc. Donc, je répondais bonjour José, merci pour tes questions et d'écouter le podcast. Donc, j'ai dit voici mes réponses sont en verte dans le courriel qui suit. Donc, je disais attention, là, je ne suis pas un expert par rapport à tout ça, c'est juste mon opinion. Si vous voulez des conseils plus précis, allez voir un professionnel. Donc, pour sa première question, qu'elle disait, je pensais investir le montant de 2024, 7 000 dans un CELI comme VEQT et puis y penser, est-ce que je suis mieux de cotiser chaque mois ou chaque année? Ce que je répondais, c'est historiquement, selon les données partagées dans divers articles, l'idéal, ce serait de cotiser dès que l'argent est disponible. Donc, dans la question à José, ça serait mieux une fois en début d'année. Elle dit, si j'y cotise chaque mois et que l'argent va directement dans le FNB, est-ce que l'argent va directement dans le FNB ou je dois faire l'action d'acheter des parts du FNB? J'ai dit, tu dois acheter l'action. Mettons que tu fais ça une fois par année, ben, tu dois acheter l'action en début d'année. Ça ne va pas se faire tout seul. Et même si tu le fais par mois, que ton argent est viré dans le compte à chaque mois, tu dois acheter l'action. Donc, tu dois te connecter à la fin du mois et acheter, exemple, 10 actions de VEQT. La seule façon de ne pas investir soi-même, ben, c'est soit le faire affaire avec un professionnel ou bien avec un robot conseiller. Avec le robot conseiller, tu peux sélectionner les FNB que tu souhaites et lui, ensuite, va investir l'argent qui est disponible automatiquement, mais il y a un petit frais de gestion qui vient avec ça, bien sûr. Bon, pour les frais de 9,95 par transaction, là, je dis en effet, ben, RBC, c'est probablement en ce moment une des pires plateformes pour investir avec ces frais-là par transaction, là. Dans ce cas-là, ben, ça renforce le fait d'investir le montant en début d'année une seule fois au lieu de payer des montants à chaque mois. Pour le REER, ben, le 1 700 elle se demandait si elle le mettait dans un FNB et elle le laissait dormir. Il n'y a pas de problème là selon moi. Il faudrait juste choisir entre GQT ou GGRO, qui est 100% action pour GQT puis 80-20 pour GGRO, selon son profil et son horizon de placement.
mais ça serait bien correct aussi d'avoir juste VQT dans le CELI et un autre FNB dans le REER. Tu peux avoir 2 FNB pour toute ta stratégie, puis c'est bien correct. Ma conjointe, elle a exécuté partout, mur à mur, donc c'est pas plus gênant que ça non plus. Deuxième question vient de Stéphanie. Elle m'écrit: Salut, je voulais te dire d'abord que mes marches sont tellement enrichissantes depuis que j'écoute ton balado. Merci, ça fait plaisir. Je ne sais pas si tu réponds, mais je serais curieuse de connaître quels sont les véhicules de placement investissement à privilégier en vue d'un achat récurrent comme une voiture. L'horizon étant relativement dépendant de différents facteurs, dont les enjeux mécaniques ou perte totale. Bref, un poste budgétaire majeur, mais on ne parle pas de la stratégie pour investir pour cette dépense-là, qui est souvent, dans le fond, je parle plus souvent d'investissement à long terme que d'investir pour l'acheter une voiture. Je résume ça comme ça. Donc, elle dit, c'est pas par rapport au CELI ou non enregistré, mais plutôt par rapport à quel véhicule de placement, comme est-ce que je mets ça dans un FNB, un CPG, etc. Donc, ce que je répondais: Salut Stéphanie, content d'entendre que tes marches sont plus instructives. Pour bien répondre à ta question, est-ce que tu changes de voiture dans 5 ans, 7 ans, 10 ans? Donc, elle m'a répondu, elle dit: habituellement, ça risque d'être aux 5 ans, mais c'est difficile à dire. Le risque, bon, qu'est-ce qui peut arriver à tous les jours? On n'est pas à l'abri d'un accident, etc. Elle dit qu'en ce moment, ce qu'elle fait, c'est des virements automatiques dans un compte qu'elle appelle réparation. Ça dort dans un compte épargne, mais pour tout ce qui est réparation, mais le compte achat, c'est ça qu'elle se questionne. Qu'est-ce que je dois mettre comme placement dans le compte achat d'une voiture dans 5 ans? Donc, j'ai répondu à Stéphanie il y a plus d'un an, là, mais pour ceux qui l'écoutent aujourd'hui, ma réponse, donc c'est sûr que vous l'écoutez aujourd'hui parce que vous êtes en train de l'écouter. Bref, je vous invite à écouter l'épisode 116 où je parle des véhicules de placement selon l'horizon de temps et notre profil d'investisseur. Donc, c'est direct dans ce genre de questions-là. Mais pour un 5 ans au moins, personnellement, j'irais peut-être vers du 40 actions, 60 obligations dans un FNB tout en un, là. J'en parle souvent dans les épisodes des abonnés, mais avec l'achat d'une maison en bas de 5 ans, c'est difficile d'avoir plus que 40 actions parce que c'est quand même à court terme. Sinon, selon les taux, là, tu peux avoir un produit comme Cash.to qui est quand même intéressant. Donc, au moment de répondre à Stéphanie, là, c'était à 4,7 de rendement avec Cash.to. Maintenant, il est plus autour de 2,6, je pense, 2,4. Donc, c'est à considérer, mais sinon, c'est ça. Là, je vous réfère à l'épisode 116. Ce n'est pas des conseils, bien sûr, là, c'est plutôt une opinion. Troisième question vient de Vincent. Il m'écrit: Je montre moi-même une stratégie d'analyse d'action et tu disais utiliser les formules du livre L'investisseur intelligent pour calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Il me demandait donc c'est quoi mes formules. J'ai lu qu'il faut acheter des actions avec un PE ratio, là, un ratio court-bénéfice de moins que 15 ou dont le fonds de roulement est supérieur à sa valeur boursière, mais rien de ce que j'ai lu ne donne de méthode de calcul. Donc, il me demandait c'est quoi les formules que tu utilises. Est-ce que il dit que tu en mentionnes 7, dont faire une moyenne des fair value de plusieurs analystes. J'ai dit que je n'utilise pas vraiment la formule de Intelligent Investor. Là. Dans le fichier Excel envoyé que j'envoie en mars ou en septembre, il y a la section du prix. Le total, bon, quand je répondais à Vincent, là, le total était sur 25, maintenant il est sur 27, mais bref, dans l'épisode 111, là, j'ai présenté une vidéo des éléments que j'utilise pour déterminer si le prix est intéressant ou non. J'arrive pas à un prix précis par contre. J'arrive plutôt à un score entre 9 et 27 maintenant, là, ou 7 et 25 à l'époque. Et ça me donne un code de couleur. Donc, plus que tu es proche du rouge, ça veut dire que tu es plus proche de 7 ou 9. Là. Puis quand c'est vert foncé, ben, tu es 25-27. Donc, je n'ai pas de prix précis. J'ai plutôt un code de couleur qui me dit ça semble être surévalué ou sous-évalué. Bien sûr, depuis l'épisode 111, mon outil est en constante évolution. Là. Ça n'arrête jamais. Donc, je le partage en mars et en septembre, mais si tu es abonné, tu as reçu, bien sûr, ces documents-là. Il me disait également, je voulais dire que c'est excellent les valeurs que tu partages sur Facebook, mais puisqu'il n'y a pas de chiffre et seulement si l'action est sur ou sous-évaluée, comme je viens de dire, ben ces données-là perdent la valeur exponentiellement avec le temps écoulé depuis la publication, puisque le cours varie avec le temps. Donc, il dit, tu as certainement une très bonne raison de le faire, mais je suis curieux. J'ai dit oui, mais même si je mettais un prix, mon évaluation serait plus bonne dès le prochain earning call. Là. Donc, à chaque 3 mois, le prix serait plus bon de toute façon. Donc, déterminer la valeur intrinsèque d'une compagnie, c'est un travail à court terme. Je préfère mettre une couleur aussi pour me protéger contre les poursuites qui diraient que je donne des conseils avec des prix d'achat précis. Là. Donc, il y a plusieurs raisons légales derrière tout ça, mais aussi parce que mon outil ne me permet pas d'avoir un prix d'achat précis de toute façon. Quatrième et dernière question de Mario. Bonjour, ton podcast m'a été recommandé la semaine dernière et j'ai déjà écouté 10 épisodes. J'apprécie vraiment et ça me fait réaliser certaines choses que j'ai laissées aller.
Cet après-midi, j'ai pris 3 heures pour gérer mes assurances et autres forfaits. J'ai sauvé 1500 $ pour la prochaine année et je veux l'investir dans le REA de mes 4 enfants. Petite question. C'est-tu plus rentable de mettre tout l'argent dans un seul REA ou si je le sépare à part égale entre mes 4 enfants, ça va me rapporter le même rendement de toute façon? Merci et lâche pas, je recommande le podcast aux gens de mon entourage. Donc, 1500 $ en 3 heures, bravo Mario, c'est payé cher de l'heure quand on s'intéresse à ces choses. Pour la question, si les cotisations sont disponibles dans les 2 comptes, bien dans les 4 comptes dans ton cas, là, le fait de cotiser le même montant pour chaque enfant ou 1500 $ dans un seul compte, tu ne dépasses pas la cotisation maximale permise, donc tu vas de toute façon récupérer le même montant de subvention que ce soit dans un seul compte ou dans 4 comptes. Idéalement, on séparait ça entre les 4 enfants pour éviter le trouble et être équitable entre nos enfants. Donc, lâche pas, Mario, dans la prise en main de ta santé financière, tu es bien parti. Réellement, la dernière question, je vois que j'ai encore un petit peu de temps, là, donc on en ajoute une 5e. La question de Mélissa, elle me dit bonjour à toi. Je crois qu'on peut t'adresser des questions en tant qu'abonné, alors je me lance. En juin, ma nièce va avoir 18 ans et je vais lui offrir 1000 $ pour l'inciter à investir. Elle travaille quand même beaucoup, donc je crois qu'elle va être en mesure d'investir un petit montant à toutes les semaines. Elle demeure encore chez ses parents. Puisqu'elle a la vie devant elle, de quelle manière crois-tu qu'elle devrait investir cet argent? Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à toi. Salut Mélissa. D'abord, tu me demandes qu'est-ce qu'elle devrait faire. Encore une fois, je ne donne pas de conseils, je fais juste te dire ce que moi je ferais. Je note la question parce qu'elle est super intéressante, je pense, mais ma réponse va être plate. Pour être cohérent avec ce que je discute sur le podcast, la stratégie la plus efficiente à cet âge-là, ou à n'importe quel âge, ça me semblerait d'investir dans un FNB tout en un comme XEQT par exemple, ou un FNB tout en un qui respecte son profil d'investisseur, que ce soit 100% action, 80-20, 60-40, ainsi de suite. Le principal enjeu, ce n'est pas le produit selon moi pour ta nièce, mais plutôt l'intérêt de celle-ci à investir. Si elle n'a pas le goût d'investir le 1000 $, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas stimuler son intérêt? Donc, pour moi, l'enjeu est plus autour de, de sensibiliser à l'investissement que le produit en soi. Donc, en fait, je t'ai posé beaucoup plus de questions que je t'ai répondu, désolé, mais j'espère que ça pisse quand même tes réflexions. Donc, bon dimanche, Mélissa, parce que j'avais répondu bon dimanche, parce qu'on était dimanche quand j'y ai répondu, mais on n'est plus dimanche maintenant, on doit être mardi. Donc, en conclusion, la semaine prochaine, je vous fais la synthèse du livre de Bill Perkins, écrit en 2020, Die with Zero. C'est un livre incroyable. Je peux déjà vous dire que je ne vais sûrement pas le résumer à la hauteur de ce que ça a apporté dans ma vie, mais c'est vraiment top 3, le Die with Zero. Pour les gens qui ont de la difficulté à dépenser, c'est un incontournable. Sinon, ce jeudi, je vous présente 5 actions. Aucun prix pour ces actions-là parce que ce n'est pas des actions que je suis pour acheter, mais vous allez quand même voir si les fondamentaux sont bons. Vous pouvez voir l'épisode 100 là, pour voir comment que j'analyse ces compagnies-là. Donc, dans ces 5 compagnies-là, il y a Nova Ltd, donc NVMI. Il y a Market Access Holding, MKTX. IRadimed, IRMD. National Beverage, FIZZ, et Clearfield Incorporation, CLFD. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.